Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC. Soutenons le FARDC, la société civile. Soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a cela des décennies. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude, loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, un magazine d'information générale sur la RDC. Vous le savez, la libération provisoire de Vital Kamerhe par la Cour de cassation fait parler la majorité des Congolais, chacun avec ce qu'il annonce comme élément de discussion.
Bon nombre de Congolais pensent à tort ou à raison que cette libération met en mal l'état de droit prôné par Félix Tshisekedi. Certains pensent également que c'est malvenu pour le bilan de Félix Tshisekedi en 2023. Donc, la plupart de réactions vont dans le sens de condamner cette libération. C'est notamment la déclaration de la CAGE, déclaration signée par Maître Georges Kapiamba, qui pense qu'en accordant la libération provisoire à Vital Kamerhe, pourtant saisi comme juridiction de contrôle de conformité de la décision, la loi, la Cour de cassation a créé un scandale. Noël Tchani, pour lui, il pense que c'est un... si Kamerhe sort de la prison sans avoir purgé la peine conformément à la loi, alors la RDC est très mal partie sous la présidence de Félix Tshisekedi Tshilombo, et l'état des droits ainsi que la lutte contre la corruption et les détournements des fonds publics deviennent des slogans creux sans signification. Alors, je pense que nous sommes là aujourd'hui pour en parler. Nous allons en parler avec... je ne suis pas seul puisque les sujets deviennent de plus en plus intéressants et ça intéresse tout le monde, tous les Congolais. Nous sommes là aujourd'hui. Quand j'ai dit nous sommes là, nous sommes avec notre consultant maison. Nous consultons Maître Dieudonné Kandolo, je m'excuse, qui est avec nous dans cette émission pour nous éclairer sur cette libération de Vital Kamerhe par la Cour de cassation. Alors, nous allons rejoindre notre invité là où il se retrouve au Canada. Alors, Maître Dieudonné Kandolo, bonjour et bienvenue dans cette émission pour la unième fois. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir dans cette émission aujourd'hui. La question divise les Congolais, Maître Dieudonné Kandolo. Est-ce que Vital Kamerhe est libérable déjà dehors? Est-ce que c'est une erreur ou la justice a fait son travail? Parce que les Congolais n'arrivent pas à comprendre cette situation. C'est exact. Bonjour, monsieur Honoré, merci de me recevoir afin que je puisse contribuer un peu avec ma petite connaissance à ces débats. Comme d'habitude, je veux venir comme juriste, je ne vais pas venir comme un politicien. Vous savez, quand on agit comme politicien, on parle, on est motivé par des intérêts. Quand on est juriste, on est comme un médecin, on regarde le fait froidement, on dit ce que dit le droit. C'est ça. Alors, mais est-ce que Vital Kamerhe était libérable? D'abord, la première des choses, il faut savoir que la décision qui avait condamné Kamerhe, jusqu'à ce jour, n'est pas encore définitive. Okay? Pourquoi je dis qu'elle n'est pas définitive? Kamerhe a été jugé devant le tribunal de grande instance. Le tribunal de grande instance l'a condamné à 20 ans de prison plus travaux forcés. On est arrivé au niveau de l'appel. L'appel a réduit la peine à 13 ans. Et il a attaqué cette décision de la Cour d'appel de Kinshasa devant la Cour de cassation. Et la Cour de cassation n'a pas encore tranché sur la décision. Donc, jusqu'à ce jour-ci, malgré les deux condamnations de deux tribunaux précédents, il joue encore de sa liberté, il est encore présumé innocent jusque-là. Je sais que ce que j'ai dit peut choquer, mais il est encore présumé innocent jusqu'à ce qu'il y ait un jugement définitif, inattaquable. À ce moment-là, il va être totalement coupable et condamné. Alors, dans cet état-là, en tant qu'une personne qui est poursuivie, qui est détenue de manière préventive par le tribunal, il est en droit de pouvoir demander, solliciter qu'on lui accorde la liberté provisoire. J'insiste pas, c'est la liberté provisoire. C'est une liberté qui est précaire. C'est une liberté temporaire en attendant que la Cour de cassation s'épanche sur son recours et tranche définitivement. Et une fois que la Cour de cassation aura soit déterminé que M. Kamerhe est coupable, alors il sera coupable, il va faire la peine comme il va faire. Et à ce moment-là, si par exemple il peut obtenir une liberté, ce ne sera plus le cours qui interviendront, parce qu'il n'y a, après la Cour de cassation, aucune autre cour ne peut intervenir. Ce serait probablement s'il est gracié par le président de la République ou s'il bénéficie d'une liberté conditionnelle telle que c'est le ministre de la Justice qui peut l'accorder. Alors, pour répondre à votre question, je soutiens que Kamerhe, dans l'état de son dossier, il pouvait encore demander la liberté provisoire devant le juge qu'il entendait parce qu'il était détenu,
Mais il y a des conditions, exactement. Il y a des conditions. Est-ce que c'est le juge qui donne... C'est un peu ça. Qu'est-ce qui a changé? Maître Dieudonné Kandolo, qu'est-ce qui a changé? Vital Kamerhe a demandé à la première instance, même à la deuxième instance, il a demandé plus d'une fois cette libération conditionnelle, elle ne lui a pas été accordée. Qu'est-ce qui a fait que, du coup, à la Cour de cassation, que la liberté provisoire lui soit facilement aussi accordée comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ça? Je comprends que la théorie de... Sinon, pourquoi on lui avait refusé cette liberté provisoire tout au long de son procès? Ok, laissez-moi vous dire, je comprends que la théorie de complot, surtout avec l'Internet aujourd'hui, il est toujours là. Surtout que je comprends parfaitement ce que vous êtes en train de dire. Mais n'oubliez pas que Kamerhe était allé même devant la cassation quand la Cour d'appel lui avait refusé la liberté provisoire. Cette même Cour de cassation lui avait dit non. Mais sachez que quelqu'un peut demander la liberté provisoire même 1000 fois, dès lors qu'il se trouve encore dans les statuts. Il n'est pas dit que parce que la Cour de cassation lui avait précédemment refusé de lui accorder la liberté provisoire, que maintenant, il faut nécessairement que la Cour de cassation continue à lui refuser la liberté provisoire. Certainement que le juge qui a siégé sur la demande de liberté provisoire a trouvé qu'il y a des conditions qu'il remplissait, qui lui ont garanti que cette personne, je peux lui accorder la liberté provisoire, et que ainsi, je suis sûr qu'il ne va pas se soustraire à la justice, et qu'il a certainement donné une caution, je n'ai pas lu la décision, il a certainement donné une caution importante, et qu'il ne va pas se soustraire à la justice. Probablement le juge s'est rendu compte qu'il est malade, que sa santé ne permet pas qu'il reste en prison. Pourquoi? C'est peut-être une condition de maladie très grave, et qu'il y aura, quand on regarde la balance des inconvénients, il y a plus d'inconvénients de le maintenir en prison que de le laisser en liberté, tant sous condition qu'il devra collaborer avec la justice, il devra se présenter à tout moment. Et n'oubliez pas, j'ai bien dit, que c'était une liberté temporaire, provisoire, à tout moment, ce même juge-là, si M. Kamerhe ne respecte pas les conditions sur base desquelles on avait accordé la liberté provisoire, on peut toujours revenir sur la décision et le remettre en prison. Ou carrément aussi, le procureur chargé, le procureur près la Cour de cassation peut lui-même aller avec une requête saisir la Cour de cassation pour dire que non, la liberté provisoire doit être annulée parce que telle et telle condition n'a pas été respectée. C'est toujours possible. Donc, M. Kamerhe n'est pas encore sorti de l'auberge, contrairement à ce que les gens disent. L'égard n'est pas encore sorti de l'auberge. À tout moment, on peut le remettre en prison. C'est ça le droit. Hein? Alors, quelles sont les conditions soumises à Vital Kamerhe? Puisque là, vous nous laissez entendre qu'un jour, on peut retrouver Vital Kamerhe encore à la barre en prison. Alors, est-ce que cela est possible? Quelles sont les conditions qu'on lui a données, au juste? Bon, je vais vous dire que je ne suis pas son avocat, je ne suis pas trop intéressé à connaître les conditions. Mais tu sais que j'ai appris en lisant la presse, je dis bien, j'ai pris ça de manière indirecte. J'ai appris qu'il doit être là quand on a besoin de lui à la justice. Qu'il ne peut pas se déplacer. Il y a des places qu'il ne peut pas fréquenter. Certainement qu'il ne peut pas arriver au port, il ne peut pas arriver à l'aéroport. Et il doit se présenter à la justice. Il ne peut pas se soustraire. Il est malade, c'est les conditions qu'il doit donner. Mais c'est ça la condition. La chose, c'est ceci. Le droit, sachez, le droit, c'est pas une science exacte. Le droit est en même temps une discipline, en même temps un art. Donc, le juge a regardé certainement que les conditions pour lesquelles il est en train de lui refuser la liberté provisoire avant n'existent plus. Maintenant, il y a d'autres conditions qui ont arrivé, qui ont permis à ce que, dans sa discrétion, le pouvoir que la Constitution a donné au juge de regarder, juger en conscience, il s'est rendu compte que non, je peux lui accorder la liberté provisoire. Mais j'ai dit bien que Kamerhe n'est pas encore sorti de l'auberge. Il est encore détenable. S'il viole l'une de ces conditions, on va le remettre en prison facilement. Et même encore, à supposer maintenant que la Cour de cassation tranche sur son recours et estime qu'il doit faire la prison, la peine de prison est confirmée, il va rentrer en prison. Ce n'est pas dire que M. Kamerhe est déjà, c'est fini, il est parti pour de bon. Mais je parle du droit. Mais je sais que l'expérience. Pourquoi les Congolais sont cyniques maintenant? C'est parce qu'ils ont vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont la liberté provisoire. C'est comme si ils sont partis. On apprend que tel a été libéré, il est parti, on ne le retrouve pas. Alors, le juge et le magistrat, maintenant, ont le devoir d'assurer l'honneur du pouvoir judiciaire. C'est eux qui doivent faire.
Ce n'est même pas le président de la République. Les animateurs du pouvoir judiciaire, ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas le ministre de la Justice, c'est le magistrat qui doit tout faire pour sauvegarder l'honneur de cette institution qui est le pouvoir judiciaire. C'est à eux de faire leur travail. Alors, l'autre question que les gens se posent, Maître Dieudonné Kandolo, c'est que la motivation de la Cour de cassation, entre autres, la Cour évoque l'état de santé critique de Vital Kamerhe, qui a poussé à ce que la libération lui soit accordée. Mais quand nous voyons Vital Kamerhe à sa sortie... Comment ça? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je disais, Maître Dieudonné Kandolo, une autre question que les Congolais se posent. Quand on voit la motivation de la Cour de cassation, semble-t-il, la Cour de cassation évoque l'état de santé critique de Vital Kamerhe. Mais là, nous venons de voir que Vital Kamerhe est sorti comme toute personne normale qui marche bien. On croyait peut-être voir Vital Kamerhe dans une chaise roulante, sous peut-être les masques respiratoires, et ainsi de suite. Mais là, on voit que Kamerhe est en train de marcher librement. Est-ce qu'on peut prendre la raison de la santé de Vital Kamerhe comme une des raisons fondamentales qui a provoqué cette libération provisoire, ou il y a quelque chose d'autre qui se cache derrière ça? Monsieur Honoré, moi et vous, même si nous étions le médecin, l'expert médecin, pouvons-nous juste voir parce que quelqu'un marche et dire qu'il est malade ou n'est pas malade, il est tel et tel état. Je pense que le magistrat ne se contente pas de voir quelqu'un physiquement. Il se base sur les documents médicaux. Je ne connais pas le contenu du dossier médical de M. Kamerhe, mais certainement ces juges que je respecte, qui sont des juges professionnels, ils ont dû s'inspirer, doivent avoir inspiré, basé leur décision sur un document médical qui est là, qui a démontré que M. Kamerhe était malade. Maintenant, comment il marche? Est-ce que parce qu'il marche là, hier il était comment, aujourd'hui il est comment? On ne peut pas dire. Croire tout simplement parce qu'on voit quelqu'un qui dit bonjour aux gens et tout ça, que non, donc il n'est pas malade, ça sera assez arbitraire quand même entre nous là. Entre nous, on va exagérer en commençant juste parce que quelqu'un a marché, qu'il est ou qu'il n'est pas malade. Non, il faut aller regarder dans le dossier judiciaire, on verra quels sont les documents qui sont là. Si on ne peut pas le voir maintenant, ben, tôt ou tard, on pourrait peut-être faire des enquêtes. Alors, on parle de 500 000 $ qui seraient payés pour cette libération. Est-ce que c'est comme ça que les choses se passent? Est-ce qu'il y a un montant bien déterminé, cas par cas, ou on peut se réveiller comme ça, la Cour décide un montant à payer? Comment ça se calcule, ce montant-là? C'est par rapport au montant peut-être reproché à Vital Kamerhe ou par rapport au niveau de son infraction? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus? Non, on doit regarder le pouvoir, la capacité, le pouvoir d'achat qu'une personne, le pouvoir d'achat qu'a une personne. Et regarder même les types d'infractions pour lesquelles il est poursuivi. Sachez quand même que 500 000 $, ce n'est pas donné à tout le monde. Okay? Et pourquoi? Parce qu'on pense que si le montant est si élevé, c'est parce que les infractions pour lesquelles les poursuites sont assez graves. On estime que si il ne respecte pas les conditions, il suffit seulement qu'il ne respecte pas la moindre condition, il va perdre cet argent-là, la caisse de l'État. Alors c'est pourquoi on a élevé un montant si important, de telle manière qu'ils se disent non, je dois tout faire pour garder mon argent. Sinon, je dis bien la moindre erreur fera qu'il perdra cet argent et fera qu'il risquera d'entrer en prison. Donc, ça dépend, c'est discrétionnaire, c'est le juge qui détermine, vu le pouvoir d'achat de la personne, son pouvoir financier, vu les infractions, beaucoup de choses comptent. Donc, ce n'est pas un montant prédéterminé. Par exemple, si vous prenez quelqu'un qui est un pousse-pousseur, vous allez lui demander de payer 500 000 $. C'est une manière de le condamner en prison. Vous savez qu'il ne va pas sortir. Donc, je peux, pour le même cas, je peux demander à un pousse-pousseur 50 $, alors que pour Kamerhe, je demande 500 000 $. Donc, tout dépend. Alors, Maître Dieudonné, il y a un problème. Ouais. Quand on regarde cette libération, là, c'est qu'on peut un jour retrouver Vital Kamerhe de retour en prison. Chez nous, la libération provisoire est synonyme d'opération définitive. Je ne me rappelle pas, je suis dans les médias depuis plusieurs années, je ne me rappelle pas d'un cas de quelqu'un qui a obtenu une liberté provisoire et finalement, il revient pour être emprisonné
je ne me rappelle pas. Est-ce que, c'est ça ce qui inquiète les Congolais, est-ce que cette histoire n'est pas une libération définitive, mais voilée par une libération provisoire? Ce sont peut-être les termes de vous, les juristes. Ouais. Mais pour les Congolais, on sait que Kamere est libéré définitivement. Non, mais si le Congolais croit que le Kamere est libéré définitivement, juridiquement, cela n'a pas de fond. Sur le plan de loi, cela n'a pas de... C'est pas vrai. Il a une liberté provisoire, comme je l'ai dit dans les termes terre à terre, il a une liberté précaire, une liberté temporaire, fragile, qu'on peut lui arracher à n'importe quand. Et surtout, même si les conditions de sa liberté provisoire ne changent pas, le jour où la Cour de cassation tranche sur son recours et que la Cour de cassation estime qu'il doit subir la peine de prison, il est retourné en prison. C'est clair, c'est quelque chose qu'il a. Donc, j'ai dit que Kamere n'est pas encore sorti. Je crois, de ce que vous avez dit que vous n'avez pas encore appris, mais laissez-moi vous dire quelque chose de tout récent dans le dossier Kamere. La personne qui était peut-être le chargé de mission, quelqu'un qui était allé à Matadi ou en Afrique du Sud, de prendre pour aller prendre la maison et des choses comme ça, je ne me rappelle pas, c'était le moins grave. Mouhima, c'est Mouhima. Mouhima, quand on l'a jugé, il était en liberté provisoire, mais quand on l'a condamné, il était en prison. C'est un cas. Mais je peux dire que ce que vous êtes en train de dire, pour les célébrités, on n'a pas encore entendu qu'une célébrité qui a déjà bénéficié de liberté provisoire a été retournée en prison, c'est vrai, mais quand on rentre je parle tout simplement dans les cas de ces Kamere, nous avons Mouhima qui est en liberté provisoire et qui s'est retrouvé en prison quand même. Donc, je viens un peu de contredire ce que vous venez de dire un peu là. Alors là, ça complique encore la situation puisque il y a des choses qui demandent une grande réflexion. Mais je vous montre cette vidéo. Peut-être vous allez avoir une idée, nous dire quelque chose. Regardez cette vidéo. Et je vous demande d'écouter ça et me dire une question juste après ça. C'est une vidéo du président de la République. Je vous invite à suivre ça et je reviens avec quelques questions là-dessus. Je vous en prie. Et malheureusement, de fil en aiguille, on en est arrivé là. Ce que je peux accepter comme reproche, c'est que on me condamne de ne pas avoir donné des injonctions à la justice pour qu'elle ne fasse pas son travail et que lui ne se retrouve pas dans cette situation. Mais alors, dans ce cas, qu'on me dise qu'est-ce que j'aurais fait de mes principes alors, qui sont de laisser la justice libre de faire son travail. Mais bon, ce qui est arrivé, nous le déplorons tous. Je continue à croire que Vital Kamere est non seulement quelqu'un de sérieux, de correct, mais en plus quelqu'un dont la République a besoin. Grâce à son intelligence, grâce à son expérience. Et je suis convaincu qu'il jouera à nouveau un rôle dans ce pays. On parle. Voilà, Maître Dieudonné, vous avez suivi ou vous voulez que je remette encore cette vidéo? Non, je n'ai pas besoin. Vous avez tout suivi? J'ai tout suivi. Parfait. Alors, le président de la République ici, il pense d'abord que Vital Kamere, c'est quelqu'un de très sérieux et honnête. Deux choses, deux qualifications très importantes. Et il pense également que je reste convaincu que Vital Kamere va jouer un rôle très important dans ce pays. Alors, les gens se posent des questions. Maître Dieudonné Kandolo, est-ce que les magistrats suprêmes qui pensent que Vital Kamere n'y est pour rien, Vital Kamere, quelqu'un d'honnête qu'on a emprisonné peut-être pour rien, est-ce que vous pouvez encore continuer à nous confirmer que Vital Kamere doit retourner en prison pendant que les magistrats suprêmes pensent que Vital Kamere est innocent? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, ne voyez-vous pas que c'était le moment venu pour Vital Kamere de sortir et jouer les rôles importants que rappelle le président de la République ici? Il dit, Vital Kamere, je suis convaincu qu'il jouera encore un rôle très important dans ce pays. Alors, est-ce que vous ne voyez pas que la liberté de Vital Kamere a été déjà annoncée par le président de la République qu'il sortira? Il est sorti et on oublie la prison. Ok, je ne partage pas votre point de vue. Quand nous disons que le président de la République est magistrat suprême, il n'est pas juge. Le président de la République est membre du pouvoir exécutif. Les cours et tribunaux constituent le pouvoir judiciaire.
Le pouvoir judiciaire ont pour mission d'assurer le respect de droits, et ceux qui violent, c'est eux qui tranchent, ils tranchent le conflit entre les personnes. Et sur le plan pénal, c'est les cours et tribunaux qui déterminent qui, après avoir été saisis par le parquet, qui vont, après avoir regardé le dossier, et juger si la personne est trouvée coupable, le condamner ou pas. Il ne revient pas au président de la République de dire ni de critiquer les décisions judiciaires. Le président de la République n'est pas membre du pouvoir judiciaire. On comprend bien ça. On est dans une démocratie, il y a une nette séparation du pouvoir. Il y a le pouvoir législatif qui est la mère du pouvoir, il y a le pouvoir exécutif qui est là pour exécuter les lois et le programme que le Parlement, selon les lois que le Parlement a votées, et le pouvoir judiciaire est là pour trancher les conflits entre les individus et les institutions. C'est net et clair. Donc le président de la République n'a rien à voir. Son opinion, c'est une opinion personnelle qui l'engage que lui-même. Si M. Kamere, devant le président de la République, est honnête, il est bon, il a un avenir, c'est le point de vue, c'est l'opinion du président de la République, que je respecte parce qu'il est le président de la République, mais son point de vue n'a pas force d'une décision de justice. Donc c'est clair. Mais ça de l'influence, ça de l'influence, ça joue aussi sur la psychologie des magistrats et des juges. Quand le président confirme qu'il est honnête, sincère et sérieux, et vous les condamnez, il y a quelque chose que je ne comprends pas, moi, personnellement. Je vous dis que le président de la République a parlé en tant qu'homme politique, en tant qu'individu. Son opinion n'engage pas le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire n'est pas tenu par les sentiments et les opinions personnelles du président de la République. Le pouvoir judiciaire est tenu par le fait et les décisions qu'ils ont rendues. Il peut dire ce qu'il veut dire. Aucun juge ne va rendre la décision pour faire plaisir au président de la République. Il rend juge par rapport à la loi. C'est la loi qui est le patron de magistrats et pas le président de la République. Et sachez que le président de la République, c'est aussi injusticiable. S'il viole la Constitution, s'il commet l'infraction, le même magistrat va le mettre en prison même s'il les a nommés. Je vous dis sincèrement, en fait, peut-être que je suis déformé parce que maintenant je suis un membre qui exerce au Canada, en Amérique, mais j'étais moi-même magistrat. J'ai arrêté des gens de fois contre les avis du gouverneur de la ville, du Nord Kivu. J'étais très sévère. Et je me rappelle un jour, un fonctionnaire est venu me dire, le gouverneur a dit, je lui ai dit, je ne reçois pas les ordres du gouverneur, je reçois les ordres de la loi. Et cette personne pour qui il était venu plaider, elle est allée en prison. Et c'est ça le point, c'est ça l'attitude d'un magistrat. Ne pensez pas que les magistrats sont des petits garçons de course du président de la République, d'un ministre quiconque. Même les ministres de la Justice, s'il commet des infractions, le même magistrat va le mettre en prison. Même le magistrat lui-même, s'il commet des infractions, il va se retrouver en prison. Le magistrat n'a pas de père, n'a pas de mère, si ce n'est que la loi. Donc, l'opinion du président de la République, les gens peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire. C'est l'opinion individuelle du président de la République. Mais je pense quand même qu'à l'avenir, le président de la République doit pouvoir éviter d'afficher de telles opinions parce que les gens vont croire finalement, surtout que nous venons de 50 ans, de 60, presque 60 ans de dictature où il y avait le président qui avait le pouvoir totalitaire. Ils vont croire que non, maintenant que les magistrats ont agi, c'est parce que le président leur a donné des instructions. Mais je connais, je crois, j'ai confiance dans le président Félix Tshisekedi qui lui comprend qu'il ne peut pas se mêler de la justice. On a vu comment est-ce qu'on a voulu qu'il se mêle dans le dossier Kadima. Il n'a pas fait. C'est pas parce qu'il a donné une opinion que les gens disent non, maintenant les magistrats ont agi, c'est pas n'importe quoi. Mais je vous dis que si Kamere, son dossier, et on a trouvé à la cassation qu'il est coupable, il rentrera en prison. C'est pas le président de la République. Là où le président de la République va intervenir, c'est peut-être au moment de la grâce. Et vous savez, la grâce présidentielle n'enlève pas les casiers judiciaires. À supposer que Kamere rentre en prison et qu'il est condamné par la Cour de cassation. Le président peut le faire sortir plus tard par grâce présidentielle. Mais comme il aurait un casier judiciaire, quel mandat politique il pourra faire? Il n'y a rien. Pour que M. Kamere, s'il est condamné par hasard par la Cour de cassation et qu'il puisse avoir un casier judiciaire vierge, il faut que le Parlement intervienne avec une loi d'amnistie. Et vous voyez le Parlement que nous avons maintenant allé prendre une loi d'amnistie pour laver Kamere. Je doute fort. Je doute fort. Pardon, qu'on ne fasse pas porter le président de la République un chapeau quand on ne comprend pas qu'on demande. Mais je crois quand même que le président, par excès d'amour, il avait placé un peu un mot de trop. C'est ce que je peux dire sincèrement. J'aurais voulu qu'il observe des réserves quand il s'agit de critiquer les actes d'autres pouvoirs, soit le pouvoir législatif ou le pouvoir judiciaire. Non, qu'il garde ses réserves, qu'il ne parle pas, qu'il ne fasse pas parler ses sentiments. Nous allons aborder les volets politiques de ces dossiers, mais voyons d'abord l'état des droits en question. Les Congolais doutent de cet état des droits, puisqu'ils évoquent
l'état des droits prôné d'ailleurs par le président de la République, qui pense que c'est une nouvelle pratique que les Congolais vont vivre. Mais malheureusement, les Congolais commencent à douter. Regardez si vous pouvez voir sur cette image. On a parlé de Eteni Longondo, qui a obtenu une liberté provisoire. Et pour aujourd'hui, personne n'en parle. Nous avons vu la libération de Willy Bakonga. Personne n'en parle aujourd'hui. Willy Bakonga est porté disparu, libéré, puisque nous avons vu des signatures, des documents officiels. Les cas de Matata Mpogno, on n'en parle pas. Et Vital Kamerhe aussi est notre cas. Alors, on se pose la question, est-ce qu'on peut encore faire confiance en ce qu'on appelle état des droits prôné par Tshisekedi? Puisque c'est la question que les Congolais se posent aujourd'hui. Ok. Je vais répondre. Oui. Monsieur Honoré, je crois que ce sont des dossiers très sensibles. Hein. L'État, quand on appelle l'État de droit, c'est l'État qui est basé sur les règles de droit. C'est l'État où il y a la primauté du droit sur n'importe quoi. C'est la primauté de la règle de droit qui s'impose à tous. Alors, la question de savoir maintenant, est-ce que le cas de Eteni Longondo son cas est une violation de la règle de droit? Parce que quand même le président de la République parle de l'état de droit, ça veut dire que c'est un état dont les sujets, ses citoyens, les étrangers qui se trouvent sur son territoire, les entreprises publiques sont régis rien que par les règles de droit, pas par autre chose. C'est ça qu'on appelle l'état de droit. Vous imaginez. Maintenant la question, rentrons sur Eteni Longondo. Eteni Longondo était poursuivi. Est-ce qu'il était déjà condamné? Non. Il a été libéré provisoirement. Il a une liberté semblable à celle de Kamerhe. Les jours où la Cour de cassation tranchera sur son cas, vous verrez ce qui lui arrivera. S'il est innocent. Est-ce que ces jours-là, est-ce qu'on peut espérer ces jours-là? Ok, vous Ça avez compris. Quand? Ok, vous comprenez qu'au tribunal, là, vous êtes un très bon citoyen, je crois que vous n'avez jamais eu à faire face à un dossier judiciaire. Les dossiers judiciaires prennent beaucoup de temps. C'est la justice, là, la règle de droit, elle est froide. Elle vient. Où est-ce qu'on va d'une manière accélérée? C'est seulement quand on est en flagrance. Eteni Longondo n'était pas dans un cas de flagrance. Donc, on lui a donné la liberté provisoire. J'estime que son cas, à ce moment, est devant le magistrat du parquet, que probablement il est en train de le fixer devant le tribunal, et on le convoquera, on l'entendra. S'il est coupable, il ira en prison, ou on lui donnera une autre peine. S'il n'est pas coupable, selon la loi, il va être acquitté, purement et simplement. Ça, c'est la première chose du cas de Longondo. La libération de ce monsieur Willy Bakonga. Est-ce que Willy Bakonga a été libéré selon les règles du droit? Nous avons entendu le ministre de la Justice dire que c'est par accident, c'est par erreur que le nom de M. Bakonga était sur la liste des gens qui ont été graciés. Donc, il n'était pas libéré selon les règles de droit. C'est net. Le gouvernement lui-même lui a dit. Le ministre, qui est pratiquement le responsable politique et judiciaire de magistrat de parquet, a dit que ce n'était pas fait conformément. Celui-là qui a envoyé la liste au niveau de la présidence dit qu'il y avait eu une irrégularité. Mais j'attendais de voir que Willy Bakonga doit être arrêté parce que c'est frauduleusement que son nom s'est retrouvé sur la liste des personnes graciées. J'attendais de voir que la personne qui a mis son nom sur la liste des personnes graciées soit poursuivie. Je n'ai pas entendu quelque chose comme ça. Et alors là, c'est un défaut. Là, c'est vraiment une faute. Il n'a pas suffi seulement que le ministre de Justice prétende ou allègue que les noms est allé par fraude, mais ce que je me demande est que comment est-ce que cette liste est passée dans le bureau du ministre de la Justice, qui est lui-même juriste. De ma promotion, nous avons étudié, nous avons fini ensemble, nous avons été nommés magistrats ensemble, qui a plus ou moins 30 ans d'expérience de carrière, qui a entouré des juristes très compétents. Comment est-ce qu'on n'a pas pu contrôler ça? Et non seulement ça, c'est arrivé à la présidence. Il y a toute une puisque les Congolais ne veulent pas entendre parler d'une erreur dans cette histoire, c'est ridicule. Justement, c'est ridicule. Ça paraît ridicule. Ça paraît ridicule. Ou alors, le travail qui a été fait entre le ministère de Justice et la présidence, c'est un travail tellement léger, c'est en train de démontrer que même au niveau du cabinet du président, il y a trop de légèreté et qu'il a fallu qu'on sanctionne.
Je m'attendais à ce que le directeur de cabinet, le président de la République, prenne des sanctions contre les personnes qui ont frauduleusement mis les noms de M. Bakonga sur la liste, ou que le ministre de la Justice sanctionne les gens. Mais jusque-là, nous n'avons rien entendu. Mais étant donné que ça a dérangé la population, que le peuple s'est senti vraiment floué, il faut que quand on sanctionne, qu'on le montre. Il faut qu'on agisse. Quelque part là, ça c'est pas bon, c'est illégal ce qui a été fait. Mais il faut qu'on fasse quelque chose. Donc pour moi, un mandat d'arrêt international doit être lancé contre Willy Bakonga. J'attends quelque chose. J'attends sur le plan administratif et sur le plan pénal, les gens qui ont facilité cette fraude ici soient sanctionnés. Mais jusque-là, nous n'avons rien vu. Alors, jusque-là, rien ne se voit puisque apparemment tout ce monde-là était impliqué dans la libération de Willy Bakonga et aucune décision spéciale ne sera prise. Donc ne rêvons pas d'après les informations à notre disposition. Et là, on regrette encore. Est-ce qu'on peut encore continuer à se taper du poing sur la poitrine, parler de l'état des droits? Vous savez qu'une chose est que le président de la République est là, mais ce n'est pas lui qui va tout faire, s'il vous plaît. Il vient d'arriver dans une population où la population congolaise, je m'excuse, je vous aime beaucoup, j'aime mes Congolais, je suis Congolais moi-même, mais nous avons une mentalité corrompue terriblement. Le président l'a dit lui-même une fois quand il était en Europe, que le peuple congolais est corrompu jusqu'à la moelle épinière. Et c'est ce qui est en train de se faire. Maintenant, pour changer la mentalité de ce peuple, ça va demander des efforts. Est-ce qu'entre-temps, il va y avoir des fautes, des erreurs? Oui, c'est ce qui est en train d'arriver. Mais il faut que le président de la République fasse preuve d'un leadership fort. On a besoin de là. Il faut c'est là aussi la question. Ouais. Il est le magistrat suprême. Il se rend compte que la corruption a atteint son paroxysme, donc est allé même au-delà même de l'entendement normal. Pour qu'il ne frappe pas, en commençant par son entourage et d'autres magistrats qui sont connus et qui sont plongés dans la corruption. Bon, pourquoi le président de la République ne réagit pas? Ok, vous comprenez que, parlons de magistrats, le président de la République ne peut pas agir de manière arbitraire. Il y a ce qu'on appelle le Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organe qui gère la magistrature. Il y a dedans un comité de discipline. Si le président a une plainte, il doit se plaindre devant ce conseil de la magistrature. Parce que s'il commence lui-même à sanctionner, c'est devant de la manipulation qu'il commence à s'ingérer dans le pouvoir judiciaire. Il ne peut pas, c'est pas du cas de ministre, ce corps-là. Mais il a le canon qu'il a, il peut utiliser les canons à travers le ministre de la Justice pour se plaindre contre tel et tel magistrat. Mais il ne suffit pas seulement de frapper le magistrat. Il faut mettre encore le magistrat dans les conditions telles que un magistrat ne puisse pas être facilement tenté. Je regardais, par exemple, je compare. Il y a l'inspecteur judiciaire qui est un officier de police judiciaire, qu'on appelle à Linguette, les gens de inspecteurs de finances. Ils sont si bien payés comme des ministres. Mais le magistrat à qui ils amènent ce dossier, ils sont payés comment? Comme des simples fonctionnaires. Comme des gens qui n'ont rien. Mais vous ne pouvez pas demander. Moi, je suis ici au Canada, vous êtes aux États-Unis. Un magistrat est payé aussi mieux qu'un ministre. Vous comprenez ça? Donc, c'est ce qu'il faut. Et autrement dit, regardez, par exemple, ça fait honte quand nous regardons comment est-ce qu'on est en train de rendre, par exemple, quand les tribunaux siègent en prison ou par exemple, en dolo. Mais c'est sous des tentes, il pleut, on dirait que c'est du n'importe quoi. Qu'on place les conditions matérielles pour que les tribunaux soient bien assis, les magistrats soient bien assis, ils travaillent dans de bonnes, meilleures conditions. Moi, je suis avocat. Ce matin, je vais être devant la cour. Mais entre moi et le juge, il y a des greffiers, des bons, ça me prend plus ou moins 5 mètres. Je ne peux pas m'approcher du juge. Mais regardez ce qui se passe par exemple avec nos tribunaux. Quand vous êtes dans les tribunaux, mais c'est terrible, ça fait honte. Allez regarder le parquet dans des provinces et tout ça. C'est terrible. Tout cela doit être revu. Les magistrats ne sont pas des robots. Placez-les dans les conditions meilleures pour qu'ils puissent rendre un meilleur service. Payez-les comme les membres d'un pouvoir. Arrêtez de les payer comme des simples fonctionnaires. Les magistrats ne sont pas des simples fonctionnaires. Ça veut dire qu'il faut... Je m'excuse, laisse-moi. Oui, il faut, pour le magistrat, il faut utiliser et la carotte et la chicotte. N'utilisez pas seulement la chicotte, n'utilisez pas seulement la carotte, les deux ensemble. C'est tout ce qu'il faut. Alors là, je vous comprends. Je peux tirer une petite conclusion en disant qu'on ne peut pas parler d'abord aujourd'hui de l'état des droits sans pour autant terminer tous ces préalables-là pour les magistrats. Donc, absolument. L'état des droits, pour l'instant, ce n'est qu'un rêve peut-être. C'est un rêve auquel nous sommes en train. Vous dites que l'état des droits n'est possible que si les conditions des magistrats sont bien aménagées, améliorées, et là, ils peuvent bien travailler selon la vision du président de la République. Mais comme ces préalables ne sont pas encore retrouvés, donc l'état des droits a un problème quelque part.
Mais laissez-moi dire que je ne veux pas seulement de magistrats. J'entends tous les membres de police judiciaire. Ça veut dire même les policiers, même les militaires. Parce que tout cela, tout ce qui est agent de l'ordre, doivent être bien traités. Je ne peux pas comprendre comment le ministre, comment les députés sont si bien traités, alors que les autres membres du pouvoir judiciaire et leurs auxiliaires sont maltraités, sont ignorés. Par exemple, mais l'état de droit, c'est un état auquel nous sommes en train d'aspirer. Nous y allons petit à petit. Évidemment, le président de la République ne peut pas faire de miracle quand nous n'avons qu'un budget de 5 milliards entre nous, là. Les budgets de 5 milliards, qu'est-ce que l'État peut faire à Kasumbalesa, à Kanyabayonga ou à Kabekamonga? Avec 5 milliards de dollars, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça veut dire que le président de la République a un poids, mais il n'est pas l'unique. Et puis, tout le monde regarde le président de la République. Mais nous sommes dans un régime semi-parlementaire. Il y a un premier ministre, il y a un gouvernement. Si on veut alors avoir un président de la République qui est responsable en tout, qu'on change la Constitution, puissions avoir alors un régime présidentiel comme aux États-Unis, alors à ce moment-là, c'est le président sur qui nous allons commencer à lancer des pierres. En principe, le président ne gère même pas quotidiennement. C'est le premier ministre et son gouvernement. Mais les pauvres, parce que notre mentalité, c'est une mentalité paternaliste, nous voulons toujours voir le président de la République, le président de la République, mais ça prend ce que ça prend. Mais c'est ça la mentalité congolaise. Le président de la République a un travail sérieux, il faut qu'il relève le défi. Parce que s'il ne relève pas le défi, c'est lui qui va porter tout le chapeau. Hein. Alors, toutes ces ratés, on peut dire que les conseils supérieurs de la magistrature et les présidents de la République comme institution ne sont pas en train de mettre sur la même longueur d'onde. Puisque j'ai suivi le président Agoma qui dit que je ne suis pas satisfait du travail que font les magistrats aujourd'hui. Or, les magistrats continuent toujours à travailler dans leurs conditions, avec des corruptions et ainsi de suite. Et les présidents de l'autre côté trient toujours à son état des droits. Donc, c'est comme si on est en train de faire du sur place. Est-ce qu'il y aura un changement? Mais il y aura un changement si les conditions changent. Il y aura un changement si la mentalité change. Parce que ce qui est plus grave, c'est de changer la mentalité. Le résultat de tout ce que nous sommes, si j'arrive chez toi, Honoré, je vois que chez toi, il y a des ordres, des habits partout, les enfants se battent, les femmes se battent. C'est dans ta tête que tu n'as pas pensé comment est-ce qu'il faut organiser la maison. C'est la tête. C'est la tête du Congolais qui doit changer pour avoir le changement. C'est pas pour rien que Étienne, le feu Étienne Tshisekedi disait changement de mentalité. Pour moi, c'est modèle. C'est la mentalité qui crée tout. Nous pouvons bien payer le magistrat, nous pouvons bien payer les policiers, mais si la mentalité agraire de cueillette, de corruption, la corruption va continuer. Par exemple, le magistrat, comme on dit, il n'est pas satisfait. Mais il ne suffit pas seulement de crier. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir changer la mentalité? Qu'est-ce que vous avez fait pour que nous puissions avoir des magistrats qui font à la place qu'il faut? Par exemple, vous parlez de dossiers de corruption. Le magistrat que nous avons maintenant s'occupe de dossiers conflits parcellaires, conflits familiaux. Ce sont les mêmes magistrats-là à qui vous allez donner encore le dossier de fractures financières. Non, il faut créer une section spéciale qui ne va s'occuper que de dossiers financiers, parce que ce sont des dossiers qui vont demander beaucoup d'heures et beaucoup de temps. Si le même magistrat devient submergé avec ces dossiers, ou soit ils vont s'occuper seulement des dossiers financiers, oublier d'autres dossiers, ou vice-versa. Mais moi, je crois, je milite pour qu'il y ait un parquet financier qui ne va s'occuper que des dossiers financiers, des magistrats spécialisés, formés spécialement pour les dossiers financiers et économiques. Vous allez voir, les dossiers vont aller vite. Ces gens-là, ils peuvent avoir 200 dossiers dans son cabinet où on traite de conflits parcellaires ou de meurtres. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va donner priorité à quoi? Aux dossiers financiers ou à ces dossiers? C'est difficile. Il faut créer d'autres institutions. Il faut que le président de la République, s'il peut m'écouter, je lui demande de ne pas changer le pays avec les structures qu'il a trouvées sous Kabila. Il doit créer d'autres structures. On doit penser à un nouveau système. Parce que les hommes, ce sont les hommes qui incarnent les institutions. Il faut, ça veut dire inventer un nouvel État. L'ingénierie de l'État. Il faut créer un autre système administratif et judiciaire. Si on ne fait pas ça, ça va rester seulement des discours creux. La bonne foi peut être là. Mais si on ne donne pas le moyen, nous allons seulement nous mettre à pleurer. Et les gens vont commencer à dire que c'est un rêveur, il dit n'importe quoi. Alors que c'est l'affaire pour nous tous. Mais lui, il a le devoir de concevoir un nouveau système, de nouvelles structures qui font que le Congo peut changer. Si on ne change pas des systèmes, si on ne change pas des structures, ça sera tout simplement une messe. Hein. On va seulement être en train de faire une messe. Ça, c'est très important puisque j'ai suivi même certains Congolais souhaiter qu'il y ait
un parquet spécial pour ce genre de cas, puisque, comme vous l'avez dit, un magistrat qui travaille sur un dossier parcellaire, à qui on donne 300, 400, 500 dollars à côté, et il tombe sur un dossier de 500 000 dollars, 1 million, 10 millions de dollars, je pense qu'il sera beaucoup plus tenté d'avoir des corruptions que de faire la justice. Alors là, je n'accuse pas le magistrat qui ne veut pas se toucher de tel dossier parce qu'il est corrompu. Je dis que c'est normal. Oui. Je ne parle pas de corruption, s'il vous plaît. Je ne vais pas jeter la pierre sur mes collègues. Non. Je n'ai pas dit ça. Mais j'ai tout simplement qu'il faut submerger, il faut spécialiser le travail. Mais corruption, pas là, je laisse à vous votre opinion là, c'est pas la mienne. Alors, que diriez-vous de ce travail que fait l'IGF? L'IGF aujourd'hui est en pleine campagne là d'attraper tous les détourneurs, entre guillemets, tous les voleurs. On les arrête, on les jette en prison, ils payent des cautions faramineuses et puis on les libère temporairement pour toujours, libération temporaire mais tout définitive. Alors, qu'est-ce que vous allez conclure par rapport au travail de l'IGF? Est-ce que l'IGF n'est pas en train de faire du surplace ou l'IGF fait son travail pour être plus tard peut-être déçu? Est-ce qu'il faut toujours encourager le travail que fait l'IGF? Ok, l'IGF fait son travail. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'on leur a accordé de grosses dupes pour qu'ils ne soient pas exposés à des corruptions et ainsi de suite. Comment vous voyez l'avenir de l'IGF par rapport à la manière dont la justice travaille, puisque l'IGF travaille en collaboration avec la justice, mais rien ne marche. Rien ne marche de manière concrète. L'IGF doit continuer à faire son travail. S'il y a amélioration à faire, s'il y a des choses à faire, c'est au niveau de magistrats. L'IGF, ce ne sont pas membres d'un tribunal. C'est des OPJ, des officiers de police judiciaire, qui inspectent, ils voient les infractions, ils les amènent au parquet, mais ils n'ont pas un pouvoir de forcer le parquet à faire quoi que ce soit devant les tribunaux. Mais sachez aussi qu'une chose que je n'ai pas dite tout à l'heure, pour la liberté provisoire, si la liberté provisoire peut être de nature à scandaliser, à exposer la justice à l'ignominie, autant mieux vaut ne pas l'accorder. C'est quand même quelque chose comme ça. Parce que des fois, on peut regarder, est-ce que si la justice risque d'être discréditée par le fait qu'on a accordé la liberté provisoire à telle ou telle personne, c'est une des raisons pour lesquelles on peut refuser aussi. On peut refuser aussi, même si la personne remplit les conditions. Mais si, par exemple, entre discréditer la justice et laisser quelqu'un mourir dans la prison, on balance entre les deux. C'est pourquoi j'ai dit que les juges ont un travail de balancer, c'est pas facile. Surtout quand il s'agit d'une autorité politique bien connue, dont la sanction servirait d'exemple, servira de dissuasion, persuaderait le potentiel criminel. Et il fallait peut-être garder la personne en prison. Mais si la personne risquait de mourir, il faut peut-être le sortir pour le sauvegarder, tout en sachant que s'il est condamné, il rentrera en justice parce qu'il a encore présumé innocent jusqu'à la fin. L'IGF fait absolument son travail et ça doit continuer. L'amélioration, c'est ce que j'ai dit, il faut qu'on crée un parquet qui ne va s'occuper que des dossiers financiers. Comme ça, vous allez voir, les traitements des dossiers va être accéléré. Mais si c'est pour aller, le même dossier, aller les amener devant les autres magistrats qui sont déjà submergés avec les d'autres dossiers, je crois quand même qu'on on est en train de tuer les magistrats. On est en train de les accumuler, de les écraser sous un poids de travail très, très lourd. Je pense qu'il faut spécialiser. Et il faut le faire. Pour moi, ce sont de réformes qu'il faut refaire le plus vite possible. S'il faut modifier la Constitution, il faut modifier la Constitution. Le président de la République a la majorité au Parlement maintenant. C'est le temps de modifier la Constitution pour créer les structures qui peuvent faire de telle manière qu'on peut avoir une réelle société, l'état de droit. Et l'état de droit ne marche pas très bien dans les sociétés où il y a trop de privilèges, des juridictions, trop des immunités. Tout ça sont des choses qu'il faut aller enlever dans la Constitution. Je pense, c'est ça. Enfin, je suis en dehors de la politique, peut-être que je suis un peu trop idéaliste. Donc, vous dites que le président de la République n'est pas responsable de ce qui arrive. La structure responsable, c'est la Cour de... Non, les conseils supérieurs de la magistrature qui doit utiliser les fouets, même les bâtons, pour corriger certains magistrats. Le président de la République n'y est pour rien. Non, je n'ai pas dit ça. Le président de la République a une certaine responsabilité politique. Parce que, imaginez, créer de nouvelles structures, changer la Constitution, placer les magistrats dans les conditions le meilleur pour qu'ils travaillent bien, c'est le président de la République.
Le Conseil de la magistrature a un devoir, a les responsabilités sur le plan administratif et sur le plan disciplinaire. Ils doivent sanctionner les magistrats. Et pour moi, le Conseil supérieur de la magistrature, composé des magistrats, doivent être le plus strict, ils doivent être très stricts avec les moindres fautes de magistrats. Je suis ici, par exemple, je me rappelle dans un jugement, ici au Canada, un juge a utilisé des termes discriminatoires vis-à-vis des femmes. Mais dans moins de 24 heures, il a démissionné. Un juge qu'on trouve que, je me rappelle un juge, au vol, sa femme conduisait, il était à côté. Il a dit à la police, non, ne donne pas un ticket d'excès de vitesse à ma femme. La police a rapporté ça. Mais il a démissionné le lendemain. On ne peut pas jouer avec ces choses-là. Un juge, tu es sur la terre en train de rendre la justice au nom de Dieu. Tu as l'obligation d'être parfait, ne fût-ce qu'en apparence. Tes moindres fautes doivent être sanctionnées de manière exemplaire. Je connais un juge qui a été ici pris parce qu'il avait fait excès de vitesse. Mais les avocats, quand on se présentait devant lui, avec un criminel de nos clients qui est poursuivi pour tout simplement excès de vitesse, où on lui disait, mais non, on ne peut pas être devant toi, toi-même tu es un repris de justice. Tu vois, par exemple, c'est des choses. On doit être strict avec les magistrats. Ça, en RDC, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Mais les femmes des magistrats, elles se promènent avec des voitures sans plaque, elles ne veulent pas s'arrêter, elles sont hors tout contrôle. Donc, en RDC, c'est impossible d'imaginer ça. Non, il suffit seulement qu'on renforce les règles d'éthique. C'est là impossible. En 60, ça se faisait. Avant l'arrivée de Mobutu, ça se faisait. C'est le même peuple congolais. Changer la situation. Tshisekedi est passé. Je parle de Étienne Tshisekedi. En 92, j'étais à la conférence, encore tout jeune sortant de l'université. Pendant les 2 mois qu'il était Premier ministre, la mentalité avait changé au Congo. Pendant 2 mois seulement. Même le chauffeur de taxi-bus qui mettait beaucoup de gens dans le bus se disait non, express, changement cycle. La corruption avait cessé. Les gens qui avaient volé des véhicules de l'État, des biens, sont allés retourner 2 mois seulement. Et vous me dites que si le pouvoir qui est là, qui va faire 5 ans, s'il devient strict, les gens ne vont pas avoir peur, la mentalité ne va pas changer. Non, quand même, les Congolais ne sont pas des démons. C'est des humains. Ils sont en train de faire ce qu'ils font parce qu'il y a trop de laisser-aller. Il y a trop de laisser-aller. Qu'on arrête avec les laisser-aller. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Ça c'est vrai. Alors, Monsieur le Président de la République, si vous suivez ce genre d'émission et ce genre d'exemples qu'on donne, je pense que ça peut encore vous pousser, vous stimuler à pouvoir revoir les choses. Puisque les changements comme tels, il ne faut pas attendre 5 ans de mandat pour passer à un changement visible. C'est un peu inquiétant. Alors, revenons sur la situation politique de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe aujourd'hui, à sa sortie, je peux vous montrer quelques images ici à Goma. Suivez ça d'abord. À sa sortie, il y a eu, les Congolais sont divisés. Il y en a qui, regardez ici, nous sommes à Goma. Un moment, je vous montre ici, nous sommes à Goma. Alors. Alors, à sa sortie, il y a eu des coins où il y a eu la joie. Et comme à Kinshasa, je vais vous montrer, il y a eu des pneus même qui s'étaient... Il y a eu des jeunes qui se sont mis en colère pour brûler des pneus, ainsi de suite. Alors, revenons sur les plans politiques. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache sur les plans politiques? D'abord, ça c'est un. De deux, Vital Kamerhe, puisqu'il y a beaucoup d'enjeux aussi politiques, et aussi en 2023, est-ce que Vital Kamerhe est éligible? Comment va-t-il se comporter sur les plans, par exemple, électoral? Il peut se présenter comme candidat député ou président de la République, avec cette situation qui reste en suspens. Monsieur Honoré, je ne peux pas lire dans les étoiles, je ne sais pas, mais jusqu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, Kamerhe est encore présumé innocent parce que le jugement, le condamné n'est pas encore définitif. Mais s'il est condamné, quel que soit ce qu'il veut faire, il ne pourra pas se présenter comme candidat quelque part parce qu'on l'aura déchu de tous ses droits civiques et politiques. Il ne pourra pas. Mais si, jusqu'aux élections 2023, la Cour de cassation ne s'est pas encore prononcée, il serait en droit de se présenter où est-ce qu'il veut. On ne pourra pas l'empêcher. Mais c'est net et clair. Pour le moment, il est encore présumé innocent. Mais si, d'aventure,
avant les élections qu'il est condamné, il ne peut plus rien faire. C'est terminé. N'oublions pas qu'il est un leader politique, qu'il a quand même des masses de gens derrière lui. Et les gens ont la liberté d'exprimer leur joie. Mais est-ce que cela va changer le droit électoral, les droits constitutionnels que nous avons au Congo? Non. Si malgré qu'il soit populaire et qu'il se retrouve avec un casier judiciaire, bien, c'est pas grave. Il déléguera son mandat à quelqu'un d'autre. C'est là où se posent les problèmes. Est-ce qu'il y a un délai bien déterminé de cette liberté provisoire pour qu'on revienne sur son jugement? Ça, c'est de un. De deux, est-ce que la Cour de cassation peut amener le jugement de Camara même au-delà de 2023 en lui laissant d'abord le temps de se préparer pour les élections? Ça peut se faire comme ça. Tout est possible. Ça peut se faire, le jugement peut sortir dans 2 semaines. C'est possible. Là, ça n'a pas de sens alors. Laissez-moi vous répondre froidement. Laissez-moi vous répondre froidement. Allez-y, froidement. des données. On peut le juger dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 1 mois, 3 mois, 6 mois. C'est la Cour de cassation qui connaît quel est l'état de son dossier. Ils peuvent le faire plus tard, en 2023, c'est eux-mêmes. Mais ce serait scandaleux qu'ils fassent quelque chose comme ça. Ce serait une manipulation. Nos Arabes ne peuvent pas faire des choses pareilles. Ce serait scandaleux. Ils doivent savoir rendre la justice dans le temps, ne fût-ce que pour Kabila lui-même, pour Camara lui-même, parce que ne pas rendre justice dans le délai, c'est aussi une forme d'injustice. Il faut qu'il puisse le faire à temps. Alors, vous estimez que quelle est la période à travers laquelle on peut statuer sur les dossiers Camara à la Cour de cassation et terminer ce procès? En tout cas, des années? Je ne travaille pas. Non, je ne travaille pas à la Cour de cassation. Je n'en connais rien. Mais je pense qu'il serait raisonnable que tout au plus dans 6 mois, qu'on ait tranché sur ce. Je crois, c'est ce que je dis. Mais je ne connais pas la réalité. Je ne connais pas le volume administratif des dossiers là-bas. J'estime que pour le bon sens, qu'on ne puisse pas attendre plus de 6 mois. Et il faut qu'on confirme soit qu'il est coupable ou qu'on nous dise qu'il est innocent. C'est bon pour l'intérêt de la justice et c'est bon pour lui-même. Parce que, à supposer, par exemple, après 2 ans, on vous dise qu'il est innocent, il aurait souffert pendant 2 ans sans savoir, ayant de cauchemars, sans savoir quel sera son sort. La justice rendue en retard, c'est aussi une forme d'injustice. Il faut qu'on le fasse le plus tôt possible. Et ça tient à la crédibilité de notre pouvoir judiciaire. J'estime que le premier président de la Cour de cassation va tout faire pour enrôler ce dossier le plus vite possible parce que ça dépend, il y va de la crédibilité de notre pouvoir judiciaire. C'est très important. Maintenant que le peuple a les yeux regardant la justice, sous Kabila, on ne le faisait pas parce qu'on ne croyait pas à la démocratie. Aujourd'hui, le peuple croit à la démocratie. Il a embrassé à bras le corps le projet d'état de droit et même si les magistrats ne font pas de la politique, mais qu'ils sachent que c'est très important ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'il ne faut pas qu'ils créent le cynisme, que le peuple ne croit pas en justice. Si le peuple ne croit pas dans la justice, alors il faut aller faire quoi? Maintenant, c'est ça quoi? La justice populaire, la voie du privé pour aller régler le problème entre nous-mêmes. La justice privée n'est pas la solution. Ils ont une responsabilité sociale. Les cours et tribunaux, les magistrats ont une responsabilité sociale. Il faut qu'ils fassent des choses dans le délai, parce qu'ils participent pratiquement à ce qu'on appelle les hiérarchies juridiques de pays. Notre système politique dépend aussi d'eux. C'est important pour la stabilité nationale que ces gens-là puissent faire leur travail dans le délai. Ils ont ces devoirs, c'est un devoir national, un devoir social. Ils doivent le faire dans le délai. S'ils le font en retard, ça serait vraiment dommageable. Et j'espère que le Conseil supérieur de la magistrature, le pouvoir judiciaire, quand ils se réunissent, ils doivent trancher sur ces cas. On doit éviter de traiter les dossiers avec retard. Dans le cas où je suis ici au Canada, nous avons ce qu'on appelle l'arrêt Jordan, que la Cour suprême avait sorti. Si le dossier est grave et qu'il est en procédure jusqu'à 36 mois, qu'on n'a pas traité la personne, on abandonne le procédure, la personne est acquittée. Si le dossier n'est pas pour des infractions graves, si le dossier a traîné au tribunal pendant 18 mois, on doit abandonner les charges. J'espère que si la Cour de cassation peut sortir avec des arrêts pareils, on risque aussi pour les cas de Camara de nous retrouver devant un dossier abandonné puisqu'il n'y a pas suffisamment d'éléments. Non, je parle de la précaution que la justice, le pouvoir judiciaire, la Cour suprême du Canada a pris au Canada pour pousser les juges à trancher le plus vite possible. Okay? Il dit que dans un dossier de crime grave commis,
le traitement de dossier au tribunal, entre le premier jour où on poursuit la personne par la police et le moment où le dossier est au tribunal, ça ne doit pas dépasser 36 mois. Si c'est 36 mois, on abandonne les charges parce que ça serait une forme d'injustice contre la personne que poursuivie. Pour les infractions mineures, c'est 18 mois. Vous voyez par exemple, donc, et je peux vous dire, je vois comment le procureur font tout pour que le dossier dans les délais soit fait. Et même, par exemple, moi, l'avocat, quand je demande à ce qu'on puisse avoir une remise, on va vous dire, non, il reste 2 ou 3 mois dans ce dossier-ci. Alors, il faut que l'accusé accepte qu'on prolonge les délais au-delà des 36 mois. Si on peut prendre des précautions, pareil, en République démocratique du Congo, il y a lieu d'élaguer, d'enlever les retards dans le traitement des dossiers. Vous allez à la cour d'appel ou au tribunal de grande instance, vous pouvez trouver des dossiers qu'on fait là 10 ans, qui n'ont jamais, qui sont allés nulle part, par exemple. C'est des tactiques pareilles. C'est pourquoi je dis qu'il faut que le président de la République cherche les personnes qui ont la même vision que lui, qui peuvent l'aider à ce qu'on puisse changer le système. Parce que si le président n'a pas des gens qui pensent à la chose, qui sont assez intelligents pour changer le système, ce sera des discours. Le président ne peut pas être l'ingénieur, le magistrat, le docteur, tout ça. Non, il a besoin d'aller recruter. Le président de la République doit recruter sérieusement. Qu'il fasse comme Kagame est en train de le faire. Kagame passe ici dans les universités, passe dans les entreprises, il regarde qui est tel, il a fait quoi, il vérifie de référence, et ces gens-là, ils leur donnent du travail. Et le Rwanda est en train de changer. Le Rwanda ne change pas aujourd'hui à cause de Kagame. C'est à cause des autres Rwandais compétents qui sont là. Et le Congo ne manque pas de compétents. Vous avez des ingénieurs, des informaticiens, des médecins. Je viens d'en découvrir plus ou moins 5 médecins congolais très bien réputés qui sont ici à Edmonton. J'ai dit, mon Dieu, mais vous êtes si nombreux ici. Vous vous imaginez? Alors, Maître Dieudonné, il y a une question que les Congolais se posent. Ouais. Au premier degré, Vital Kamerhe a été condamné à 20 ans. Exact. En appel, il était condamné à 13 ans. À 13 ans, ouais. Et les Congolais se disent, à la Cour de cassation, il peut être innocenté. Quelle est la conclusion que les Congolais peuvent retenir? Ils pourront comprendre que, au premier degré, les magistrats là, qui ont condamné Kamerhe à 20 ans, ils étaient nuls. En appel, à 13 ans, ils étaient nuls. Et ceux qui connaissent bien, qui maîtrisent bien la justice, sont ces magistrats qui travaillent à la Cour de cassation. Quelle est l'interprétation juridique que vous nous donnez à ce niveau? Justement, ça, c'est la peur qui fait parler les gens. Chacun a son travail. Le premier juge, le juge des tribunaux de grande instance, ils ont rendu une très bonne décision. Ils ont apprécié les faits. Les infractions qu'ils avaient retenues, pour lesquelles ils avaient condamné, ce sont les mêmes infractions qui ont été confirmées à la cour d'appel. Maintenant, c'est à l'appréciation. Par exemple, moi, j'avais trouvé que 20 ans, c'était beaucoup. Pourquoi? Parce que c'était un monsieur qui n'avait pas de casier judiciaire. C'est pour la première fois qu'il était devant la justice. Mais le tribunal de grande instance n'a seulement regardé le fait que comme il était un grand fonctionnaire, un très haut, quelqu'un qui est un homme d'État, pour envoyer un exemple dans la communauté afin que les gens aient peur. C'est pourquoi ils avaient donné 20 ans. Mais la cour d'appel a jugé 13 ans. Ne vous étonnez pas, il peut arriver à la cour de cassation, on lui donne encore 20 ans. C'est pas fou, hein. Ne vous en faites pas. La cour de cassation... Mais là, s'il sera innocenté à la cour de cassation, ça sera un scandale, puisque les juges là, qui l'ont condamné à 20 ans, et les autres qui l'ont condamné à 13 ans, ils sont tous des juges, ils ont tous étudié dans des grandes universités. Mais comment est-ce qu'on va l'innocenter? Donc, c'est mettre en cause tout le travail fait par les autres juges. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Maître Dieudonné Kandolo, il y a aussi des gens qui pensent que peut-être il y a un calcul politique qui fait que Kamerhe soit... Puisque là, vous dites que Kamerhe, en attendant que son jugement définitif soit prononcé, qui établira sa culpabilité, Vital Kamerhe est un homme libre qui peut se présenter aux élections, qui peut tout faire puisqu'il n'est pas encore condamné à ce niveau. Donc, il y a peut-être un calcul politique qui va peut-être dans le sens d'accompagner Félix Tshisekedi pour les élections de 2003. Vous partez aussi cet avis? Je ne sais pas. Vous avez regardé si vous qui avez eu la chance de regarder l'ordonnance de libération conditionnelle. On lui a dit de ne pas arriver à telle place. Vous pensez qu'un candidat, quelqu'un pourrait faire la campagne, à qui on a dit de ne pas arriver à l'aéroport, de ne pas arriver au port, il va le faire comment? À travers des télévisions de chez lui? Soyons sérieux. Je ne crois pas comment. On dit qu'il est libre, mais il n'est pas totalement libre. Je dis que sa liberté, c'est une liberté précaire, temporaire, fragile, qu'on peut à tout moment enlever. Je ne pense pas à ça. Je ne crois pas. Comment est-ce que Kamerhe va se retrouver à aller faire la campagne pour le président de la République alors qu'il n'a même pas le droit d'entrer dans l'avion? Il va aller où?
Il est là, confiné à Kinshasa, condamné à rester à Kinshasa dans une certaine circonférence. Je ne vois pas comment. Sa chance qu'il peut avoir, seulement si la Cour de cassation, après examen de tous les faits et tous les fonds, toutes les charges, estime que nous les condamnons par exemple à 1 année de prison. Il avait déjà fait 1 année de prison. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'en va plus en prison parce qu'il avait déjà fait 1 année de prison. Parce qu'il aurait déjà servi, mais si la Cour de cassation, par hasard, le condamne à 1 année, il aura toujours le casier judiciaire. Il ne pourra pas se présenter. Ou alors, il est condamné à 10 ans, 5 ans, le président, dans son pouvoir discrétionnaire d'accorder la grâce, lui accorde la grâce présidentielle. À ce moment-là, il aura toujours un casier judiciaire, mais il pourra aller participer à la campagne du président de la République. Vous comprenez? Donc, je ne pense pas que Camara est dans un état confortable. Je ne souhaite que personne soit dans l'état de Camara maintenant. C'est un prisonnier qui se promène à l'air libre. Il n'est pas encore totalement libre. Mais... Merci beaucoup, Maître Dieudonné Kandolo. Je rappelle ici que Maître Dieudonné est un juriste avocat basé au Canada. Maître Dieudonné aide beaucoup de Congolais. Maître Dieudonné, si vous pouvez encore donner vos coordonnées, puisqu'il y a beaucoup de Congolais qui ont besoin de vous. D'accord. Beaucoup de gens m'ont appelé, ils m'ont appelé même depuis la France, l'Afrique du Sud, me posaient des problèmes de droit d'immigration et d'autres problèmes qui concernent les droits de ce pays-là. Mais comme j'ai quand même une connaissance bien faite en tant que juriste, je sais comprendre quels sont les principes que je donne de conseils. On peut m'appeler facilement sur les 403-700-2877, c'est ça mon cellulaire. On peut m'appeler aussi au bureau au 780-800-1839, n'importe quand. Donc, j'aimerais même vous demander, et je m'excuse, je le fais publiquement, si vous avez peut-être une fois par mois une émission où vous laissez les gens, tous nos membres de la diaspora, pour autant qu'ils sont de Congolais d'origine, qui me posent des questions en ce qui concerne les droits d'immigration. Quel que soit le pays, je peux les aider parce que le droit d'immigration, il est basé sur la Convention de Genève. Tous les pays qui acceptent les réfugiés politiques, c'est basé sur la Convention de Genève. Je peux juste une émission avec vous, les gens posent des questions, on répond pendant 1 heure, on ne charge pas. C'est comme ça qu'on peut aider aussi notre communauté, les gens qui sont à l'extérieur, parce que bien des gens ne savent pas comment faire. Merci. Exact. Chers amis, nous allons organiser une telle émission. Je pense que beaucoup de Congolais qui se retrouvent en dehors de la RDC ont des problèmes d'immigration et beaucoup, parfois, se posent des questions, comment nous allons nous en sortir. Nous aurons une émission spéciale sur immigration avec Maître Dieudonné Kandolo pour vous aider avec de réponses, comment, dans quel cas vous vous retrouvez et qu'est-ce que vous pouvez faire. Alors, je pense que ça sera... un prochain programme que nous allons mettre sur notre chaîne. Merci beaucoup, Maître Dieudonné Kandolo, pour votre présence. Et merci de nous avoir aidés avec tous ces détails, puisque nous, on ne comprenait absolument rien. Et là, on a compris quelque chose sur le dossier Vital Kamerhe. Merci encore une fois d'avoir été de notre aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, M. Honoré. Mais ce qui est vrai est que c'est un dossier très sensible. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus, qui voulaient le voir en prison. Mais les droits, le juge ne rend pas la justice selon les intérêts politiques, il rend la justice selon les règles de droit. Ce qu'ils ont fait est légal. Est-ce que c'était opportun ou pas opportun? La loi a reconnu au juge d'apprécier l'opportunité de faire telle ou telle autre chose. Mais ce qui est fait tout à fait légal, ce n'est pas illégal. Merci. Merci beaucoup, Maître Dieudonné Kandolo. Chers amis, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir été des nôtres pendant 1 heure pour comprendre les tenants et aboutissants de la libération de Vital Kamerhe. Nous nous sommes posé la question, qu'est-ce cache-t-il derrière cette libération? Nous avons compris, nous avons eu de réponses. Et merci, nous disons merci à notre invité, Maître Dieudonné Kandolo, qui est spécialisé dans la question de l'immigration, qui est toujours avec nous pour nous expliquer sur ce genre de dossiers. Alors, je vous remercie, vous aussi, d'avoir été des nôtres. Si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, je vous encourage fortement de vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer toutes les nouvelles vidéos que nous mettons en ligne pour vous. Merci, partagez l'émission puisqu'il y a beaucoup d'interprétations autour de la libération de Vital Kamerhe. Alors, vous avez compris quelque chose, aimez l'émission et partagez-la. Nous allons nous retrouver peut-être demain pour un nouveau numéro. Je vous demande alors de prendre bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée chez vous. Merci. Eh bien, écoutez,
faux classement. Il fallait tia Mourinho kotoyo. Bongo Mbappé tche wapi? Abetira wapi? Yango tekada futer. Apesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga zonye bakakika kote. Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yomogo goje, goje, yomogo, yomogo, yomogo goje, goje, yomogo, yomogo. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.